Ok, c'est parti, le Rewind saison 7, édition 2026, avec un invité de marque, le Jaguar Gorgon, Joey Star, Didier Morville, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, il est là. Merci Didier d'être là. Bah, écoute, Merci de m'inviter. bah voilà, merci de l'invitation, comme disait Tapi. Écoute, on va parler de plein de choses, mais on va commencer par une question qui ne peut pas t'agacer, même si on te la pose depuis plus de 30 ans. NTM, comment ça commence? Comment ça commence comment ça commence? Ça commence de plusieurs façons, en fait. Ça prendra du temps, là. Je pense qu'on en aurait pour un moment à raconter, mais ça commence par le graffiti, en fait. Par le graffiti, ça commence par des rencontres banlieue Paris, Cool Chain, moi, d'autres, Vincent Cassel, Squad d'Assassins, tac, ça commence comme ça, en fait. Voilà, sous couvert, je crois que le premier Nick ta mère, bam, c'était une soirée, je crois, qui était organisée par Vincent Cassel, d'ailleurs. C'était Vincent un peu long, Cassel c'était et par Nick, plus loin ta mère. Ouais, Nick, plus loin ta mère, ouais, tu vois, ça te reniflait le cul, quoi, tu vois, tac. Et je crois que c'était Colt et Vincent Cassel, un truc dans le genre, je sais plus, enfin, voilà. C'est un truc qui a commencé comme ça, c'est vachement loin, hein. Ouais. Alors, attends, non, et juste pour préciser, parce que à l'époque, tout ceci n'était qu'un microcosme. Et donc, rappelons-nous qu'à l'époque, ouais, dès que tu disais rap, pour faire une soirée, la préfecture te disait non. Bon, bah, graffiti, oublie. Bam, on était recherchés. Enfin, tout ça, tac, tac. Donc c'était vraiment un petit microcosme, mais on organisait des. C'est l'équivalent d'une boum. Enfin, des choses comme ça. On n'était pas 50, voilà, mais on était entre nous, un petit crew de gens qui se connaissaient et qui sortaient, qui arrivaient à rentrer au bain-douche, qui sortaient de l'époque Palace, entre autres, enfin, voilà, qui a traîné chez Ticarette, enfin, voilà, il y a tout un groupe de gens qui ont un peu voyagé, enfin, pour ma part, non, à l'époque, mais voilà. Et le terrain vague de la Chapelle, tu y étais passé à l'époque? Bah ouais, Ticarette à côté, ouais, enfin, oui, Terrain Vague, c'était notre point de chute, en fait. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que c'était une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, donc en fait, on s'appelait avec des téléphones, avec des combinés, bam. Et quand tu donnais rendez-vous à quelqu'un, en fait, c'était comment dire, le laps de temps, c'était 1 heure. Parfois, tu attendais 2 heures. Voilà, et puis tu rentrais chez toi le soir, et puis, enfin, moi, mon père ne me l'autorisait pas, mais t'écoutais le répondeur et il disait: «Ah ouais, j'ai pas pu venir». Ouais, j'avais remarqué, tu vois, machin, tac. Donc ouais, c'était une autre époque, ouais, ouais, effectivement. Et effectivement, euh, le Terravax, ce qui était intéressant, c'est que c'était un endroit où le rendez-vous n'était pas formel. Tout le monde passait par là dans la journée, quoi. Hmm. Et les DJ Joe et Dynasty, donc qui étaient les principaux animateurs, tu les connaissais? Dynasty, DJ Joe, je l'ai rencontré bien après, mais au départ, c'est plutôt Dynasty, ouais. Et qu'est-ce qui fait que... Parce que, en fait, la première émanation qu'on connaît de NTM sur disque, c'est Rapatitude, le fameux morceau Je rappe. Mhm. Quel était l'état d'esprit dans lequel tu étais au moment où vous enregistrez ce titre qui est historique, même Bah, s'il est brinque-ballant d'une certaine façon, qu'il n'est pas à la Bah, hauteur faut de ce savoir que nous, suivi. à la base, on arrive de la danse, après du graffiti, avec tout le lifestyle. On est encore mineur, donc avec tout le lifestyle qui va avec, de parents qui ne comprennent pas ce qu'on fait. On danse sur un lino, ou on peint sur des murs. Bon, rappelons-nous qu'on est dans les années 80, et que déjà nous-mêmes, on prend des bribes entre l'émission hip-hop par-ci, quelques photos grattées à gauche à droite, une ou deux cassettes qui arrivent de New York, de DJ Red Alert ou autre. Tac, c'est vraiment des. Voilà, il y a. Comment dire, on s'est construit nous-mêmes à partir de bribes de choses qu'on a récupérées à gauche à droite, qu'on récupère à gauche à droite. On danse dans le salon chez mon père, c'est une cabane avec des mecs qui vendent du shit et qui nous disent: vous faites quoi avec vos gants blancs là? Enfin, voilà. Quand, quand on est en train de s'entraîner, dans la cité, il y a des mecs qui viennent faire un ballon, ils viennent taper le ballon contre le mur. Et
t'es là, dans des conversations avec eux. Les gars, on est en train de faire un truc. Ah ouais, c'est quoi? Tu vois, donc en fait, si t'es pas un peu costaud, un soir en allant vider ta poubelle, tu te suicides, quoi. Tellement tout le monde te brime parce que t'as les cheveux comme ça, parce que t'es ci, t'es ça, tu portes des gants blancs, toi, t'as la tête dans le guidon, et puis on doit être trois, quatre sur tout Saint-Denis, quoi. Voilà, à l'époque. Et alors, ça va très vite être un petit peu plus de monde que ça, puis surtout en termes d'auditeurs, parce que, en fait, ce qui est très étonnant, c'est que dès le premier album authentique qui sort, si je ne m'abuse, en 91, Mhm. il y a quand même il y a quelque chose qui se passe, et avec surtout évidemment Le Monde de Demain, qui est ce clip qui a été loué depuis, Ouais, réalisé par quelqu'un qui est devenu un ponte de la Stéphane vidéo. Senaoui. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que. Toi, quand tu tournes le clip, t'es habillé en Gaultier, il y a plein de gens qui sont surpris. Il y a un côté à la fois fashion, un côté street. Quelle était la part de préméditation dans cette espèce de double image qu'il y avait sur NTM? De notre part, en fait, c'est Franck Chevalier déjà, parce qu'on est déjà on est enfin sous l'ère Franck Chevalier qui. Moi, je faisais des trucs à côté. Enfin, comme je disais, il y a tout le lifestyle qui va avec. Mhm. Voilà. Je le dis en survol. La part de préméditation, là, nous, on était vraiment focus sur ce qu'on faisait, les lyrics. Pour te dire, on avait un 4 pistes et on n'avait pas compris qu'on pouvait enregistrer les trucs les uns après les autres, prendre notre temps, faire du découpage, tout ça, tac, tac, avec le 4 pistes. Donc on faisait tout. Pour nous, 4 pistes, c'était 4 voix pour faire une session one time. Mm. Donc déjà, on était concentré sur ces trucs-là, voilà, de manière biaiseuse, mais on était à fond, en fait. Ouais, on avait ce truc qui est propre à la jeunesse, très hormonal, très voilà quoi. Mais je peux pas, on peut pas parler d'actes non, on faisait au jour le jour en fait. Ce qui est incroyable, c'est de se dire que ce morceau, principalement, Le Monde de Demain, qui a été votre premier tube, votre premier gros single en tout cas, Pardon. est devenu un morceau qui a défini une génération. À quel moment on se rend compte que, parce que je me doute bien qu'on n'écrit pas un morceau en se disant je vais écrire un morceau qui va définir ma génération, Ah non. mais à quel moment vous réalisez l'importance, l'impact de ce titre, de ces paroles, de ce que c'est devenu après, même le titre de cette série. Bah, je crois que lorsqu'on on a signé en maison de disque, d'un seul coup, on avait des gens qui nous parlaient de ce qu'on faisait avec des phrases construites. Avec une idée mercantile et ainsi de suite, on a commencé à comprendre ça par le biais de ça, et aussi, ne serait-ce que d'aller faire des plateaux de Canal+. Nous, on était devant notre télé au départ, on est des spectateurs de tout ça. Et je sais pas, des Alain Chabat, les nuls, qui nous invitent en invité variété. Euh, euh, en fait, le truc, c'est qu'on n'est pas, on n'a pas que ça à faire en fait. On fait ça, mais Bruno habite encore chez ses parents, mais moi je suis à la rue à l'époque. Tac, donc il faut savoir que quand on a sorti Le Monde de Demain, moi j'ai croisé Cool Chain au Rex, je me rappelle, et qui me dit mais mec, ça fait 2 semaines qu'on te cherche. Le single, il pète le score et machin, tac, tac. Ah bon? Enfin voilà. Enfin, pour te dire, comme je le dis, c'est une époque où on n'avait pas de portable. Ouais. Pour se joindre, c'était d'une manière. Parce qu'on disait à l'autre, ouais, dis-lui que je le cherche, bam, bam, enfin, tu vois. Voilà. Donc, de fait, euh, en fait, je pense qu'on a vraiment pris l'ampleur de ça quand on a signé en maison de disque et qu'on a commencé à faire du live, et que le live, c'était plus des AMJC ou des premiers concerts de rap en banlieue, tournée des banlieues gratuits, enfin, bam bam. Quand on a une vraie scène qui était attribuée à notre musique, Mm. et pas au milieu de tel et tel groupe, mais qui sont pas du tout du même style que le nôtre, Ouais. groupe de rock, parce qu'en fait, nous, on a grandi sur le live avec les groupes de rock, donc il fallait que vous imaginez pas ce truc de, en fait, tu arrives sur une scène, il y a tous des instruments, machin, il faut tout pousser pour mettre juste 2 platines et 2 zigs qui vont venir, tac, les mecs, ils nous regardaient comme ça, genre, ils vont faire quoi là? C'est une bar mitzvah, ils vont faire un tour de magie, il se passe quoi? Enfin, tu vois, tac, tac.
Et bam, donc on a pris conscience du truc. Voilà, je pense que la signature, on a commencé à avoir un tourneur réel. Enfin, il a commencé à se passer des trucs. Bam. Et puis le compte en banque. Tout change. Alors bon, ça c'était le premier album, hein, donc authentique. Alors après, alors j'appuie sur la gâchette. Alors là, c'est un truc très étonnant. C'était Kouchen qu'on était fort dépité, mais toi, je crois que t'en foutais un peu. L'idée, les ventes sont moins bonnes que le premier. Ouais. Mais toi, c'était pas les ventes, ça a jamais été trop ta grosse préoccupation. Ouais, non, ouais, mais heureusement que Bruno était là parce que lui, qui était plus que moi, de fait, voilà, il fallait qu'il y ait un pragmatique dans le lot, quoi. Et le pragmatique, c'est Bruno, je l'avoue. Mais non, puis pas que ça, en fait, j'appuie sur la gâchette, la thématique, déjà qu'on nous jouait pas, on nous jouait pas en radio, parce que c'était ça le nerf de la guerre, en fait. C'est-à-dire qu'on avait un label qui était à l'époque Épique. Ouais, Epic et qui croyait en nous fort, sauf qu'il y avait ce truc, personne ne voulait nous jouer en radio, quoi. Et Skyrock n'était pas encore avec le format qu'il a appris Oh là, 2 ans plus tard. pas du tout. Mais d'ailleurs, j'ai une histoire assez drôle à propos de j'appuie sur la gâchette Skyrock, c'est-à-dire que justement, c'est l'époque où Skyrock commence à rentrer un peu, à petits pas, rentrer dans cette histoire de rap, machin, nanana. En fait, on sort cet album et je rencontre Super Nana au bain-douche. Et en fait, Super Nana me dit Carbone 14, moi j'ai dit, enfin bon, on a ce truc, ouais, super, génial, machin. Hein. Et elle me dit, écoute, je suis rentré chez Skyrock, sauf que j'aimerais vous interviewer, mais la direction ne veut pas que qu'on joue les titres. J'ai dit, quoi, attends, je comprends pas ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux nous interviewer, mais tu veux pas jouer nos titres. Enfin, voilà. Ouais, bon, on accepte quand même parce qu'on a une maison de disques derrière qui pousse aussi, qui nous dit ouais, machin, et que si on rentre sur Skyrock, c'est le Graal, quoi, tu vois. Et en fait, donc, on fait cette émission, on y va. Il faut savoir qu'on s'est prêté à plein de trucs comme ça, en fait. Nous, on a commencé en allant sur des plateaux télé, en fait, qui n'étaient pas dédiés à la musique ou à la culture. On allait... on se retrouvait avec les syndicats de police, le ministre de la ville. Ouais, quand il y avait une voiture qui brûlait. Rappelle-toi, une fois, on a fait un truc avec, je sais plus comment elle Michel Alliot-Marie. Les ratiches, ça, c'était magnifique. C'est toi qui m'expliquais, fais gaffe, elle est en train de gagner. Elle est pour ses états généraux. Je me rappelle, tu m'avais glissé un truc comme ça. Je t'ai regardé, je t'ai fait, ah ouais? Ah, d'accord, vas-y, je vais la désosser. Voilà, tac, tac. Et elle était au sport et à la jeunesse. Je lui avais dit, dites-moi, madame, avec votre petit tailleur Chanel là, et votre bridge, je fais du sport, je suis jeune, je vous connais pas. Enfin, bam, bam. Enfin voilà, donc on était, à chaque fois, on se retrouvait dans des trucs. Donc on avait l'habitude de ce genre d'exercice, tout ça pour dire ça. Et donc on a fait cette émission avec Super Nana, et là... un pur talk, donc. Hein, un pur talk, ouais, voilà, ouais. C'est-à-dire que... Et là, en fait, les jeunes appellent, ouais, alors, nanana, et puis d'un seul coup, enfin, tu sais, ils passent, en fait, quand les gens appellent à la radio, je pense que tout le monde, aujourd'hui, c'est plus commun, mais à l'époque, on ne savait pas, il y a des gens qui filtrent. Ouais, c'est quoi ta question, c'est quoi, nanana, donc, et tu as des jeunes qui appellent, qui disent, ouais, il a des pitbulls, ou il aime les Nike, ou enfin, on s'en fout. Question en bois. Bam, question en bois de cagette, et tac, et les mecs mettent les titres derrière. Parce que Super Nana avait expliqué, alors voilà, effectivement, on reçoit ce groupe, mais on ne peut pas jouer leur musique, parce que j'appuie sur la gâchette. Et à l'époque, Bouno, Skyrock nous disait, non, ça, c'est un manifeste pour le suicide, donc tac. Je dis, mais vous êtes sérieux, c'est de la musique. Enfin, moi, mon argument, pour moi, t'as pas envie de voir nos gueules, en fait, c'est tout. T'as pas envie, enfin, tu vois, mais on est là, il se pince le nez, enfin voilà. Et on fait cette émission et les jeunes appellent en avalanche, c'est-à-dire posent un début de question de merde et mettent nique la police, mettent les morceaux le pouvoir, et tac tac, j'ai le touché nique ta mère, tac, les mecs à bout d'un moment ils disent ouais, ok c'est bon on a compris, non les mecs insistent. Donc voilà. Donc tu vois on a vécu des choses comme ça quoi. Voilà. Et donc cet album là en fait a moins marché parce que il a fait peur avec le gun sur la pochette.
je le redis, on est dans les années 80, tu vois. C'est ça, hein, on est en 80, je sais plus combien. La 93, j'appuie sur la gâchette. 93, on est en 90, pardon. On est en 90. Enfin voilà, les gens sont encore très frileux. Qu'est-ce que c'est que ces moricots? Enfin blablabla. En plus, il s'appelle Nique ta mère et tac et blablabla. Et le réal du clip, Seb Janiak, m'avait raconté que la première fois où il a montré le clip à la maison de à Sony, il y avait des gens qui pleuraient, qui ont fait des crises d'angoisse. Enfin, que ça avait vraiment été un espèce de choc qui fait que, en fait, le clip à l'époque, on l'avait vu genre après minuit. C'était pas vraiment censuré, mais c'était genre. Bah si, c'est de la censure. Oui, voilà. Mais qui ne tu- s'appelle pas censure, c'est ça. Ouais, voilà. Voilà. Bien joué. Non, mais effectivement, mais en même temps, j'entends qu'on joue. Enfin, ça. C'est pas de la musique qu'ils avaient envie de jouer aux heures ouvrables, voilà, on va dire. Et puis la tournée, il n'y a pas de tournée, hein, comme disait Cool Chain, c'était pas une tournée, c'était une excursion. Il y a eu quelques notes. Non, cet album tac. Et puis, enfin, tu vois, nous, de toute façon, on a fait des choses qui, bien après, ont été. Ont connu leur climax bien après, en fait. Voilà, c'est la vie. Hein. Alors donc après, il y a Paris sous les bombes, l'album qui vous fait exploser. Là, il y a Qu'est-ce qu'on attend de foutre le feu, La Fièvre, ton morceau préféré, presque. Et puis... presque ou pas, tu devrais dire. Presque ou pas, voilà. Merci. Et puis, en 98, arrive donc ce fameux... Alors là, c'est extraordinaire parce que c'est un cas de figure que j'ai remarqué qui est assez courant. Un groupe ou un artiste monte, arrive à son summum et tout d'un coup, ça s'arrête. Et là, le quatrième album, c'est pas un album, c'est un greatest hits. Il y a que des tubes. Il y a Sense and Style, il y a Ma Benz, il y a Post Ton Gun, il y a toute l'ambiance. Et le groupe s'arrête fin 98, à la fin de la tournée. Alors, on va pas revenir sur cette tournée et tout ça, mais comment est-ce que toi, tu réagis artistiquement au moment où tu apprends que NTM c'est fini? Qu'est-ce que c'est ta première... En fait, j'apprends qu'NTM est fini. Non, en fait, c'est on se parle plus. On se parle plus, tu sais, c'est genre d'un seul coup, t'es dans le néant, on est en mode Walking Dead, il se passe plus rien. On a fait une super belle... On a fait une belle tournée, machin, tac. Je me rappelle... tous les gens qui nous avaient accompagnés sur la tournée, enfin pas tous, mais pour beaucoup, nous disaient putain, là, on a un vide. Je me rappelle, Richard Auger nous avait suivi. Le photographe qui a dit putain, ça manque, hein, vos conneries, le tourbus, le machin, les ambiances. Enfin, voilà quoi. Donc, ça, plus. Enfin, tu m'as compris. Non, on est en mode Walking Dead. Enfin, moi, je parle pour moi. On a commencé ça. Aujourd'hui, les mecs sortent 2 albums par an, parfois, tac. Nous, on n'avait pas cette cadence-là. Nous, on a voulu faire des tournées, être en live tout le temps, machin. Bam. Écoute, on retombe sur nos pattes comme se peut. Moi, je pense que c'est à cette période-là, j'ai un truc sous-jacent déjà qui accompagne NTM, qui s'appelle... je fais des sound systems. Et de là naît le label Boss of Scandal. Voilà, mais il y a toujours l'entité NTM au-dessus de nos têtes. Et en fait, qu'est-ce que j'aime le vivide, enfin le live quoi en fait. Voilà. Du coup, je monte une émission de radio. Faut savoir que Skyrock en fait, après l'histoire Super Nana, je leur avais proposé un truc. Qui m'avait jeté à la gueule un concept d'émission que eux sont revenus me proposer, mais la même chose en fait. En disant ouais, tac, machin, parce que ça y est, d'un seul coup, ils avaient fait le switch, tu vois. Ouais. Et donc tout ça va avec, voilà, j'ai une maison dans laquelle au sous-sol on a un studio, on a les moyens de faire de la radio. J'ai un pôle de DJ, en fait, avec moi. On s'est rabiboché avec Cut Killer, par exemple. Des choses... Enfin, voilà, pour ceux qui connaissent, c'est pas rien, cette histoire. Voilà, entre autres. Et puis, d'un seul coup, on s'inscrit sur une émission. Et en fait, comment te dire, Boss of Scandal... l'émission s'appelle Jeudi jour de sodomie, mais c'est vraiment parce que j'ai le gars en face de moi, Bouno, que je déteste à l'époque, et je suis remonté, et je me dis, mais il se fout de ma gueule, lui. Tac, ouais, je vais te proposer une émission, c'est un concept, machin, non, mais mec, on t'a proposé ça il y a un an ou deux, et vous avez
d'un mépris, mais vertigineux. Vous avez été d'un mépris vertigineux. Et là, tu me reproposes ce truc, mais vraiment, pour les gens qui écoutent, le monde est comme ça parfois aussi. Donc, moi qui suis un peu retors comme garçon et machin, je dis ouais, écoute, ouais, ça m'intéresse. Ah ouais, tu l'appellerais comment? Et comme je suis un peu dans la défiance le concernant, bah jeudi, puisque lundi sera ravioli, bah jeudi ce sera sodomie. Comment ça? Ah bon, on va l'appeler jeudi, jour de sodomie. Et je te jure que c'est sorti comme ça de mon corps. Tac, il m'a dit ah ouais, tu vas l'assumer. Pour toi, j'irai en prison même. Tu vois, enfin voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et puis cette émission a cartonné. Enfin, mais vraiment. Alors, faut savoir que au départ, les mecs nous proposent de minuit à, je crois, c'était minuit 3 heures ou minuit 4 heures, un truc dans le genre. Mais tout ça agrémenté de pubs toutes les demi-heures. Sauf qu'ils ne nous disent pas, ils ne nous expliquent pas. Nous, les pubs, donc c'est des coupures, tac. Mais on ne sait pas ce que ça va être. Et je te jure, premier jeudi, on entend les pubs, c'est si tu es un mec et que tu aimes les mecs et machin, tac, tac, on se retrouve dans une case là, comme ça, tac, tac. C'est une autre gueule, lui. Enfin, voilà. Donc nous, on a commencé à remixer les pubs. Si tu es un mec et que tu aimes les bergers allemands, tu vas faire des conneries comme ça, machin, tac, tac. Et en fait c'est aussi ce genre de conneries qu'on donnait du corps à l'émission. Faire une intro, il y avait 10 foules avant qui pour nous racontaient que de la merde, tu vois, l'émission pour les prépubères ou avec le dog. Ou les petites ou les petites prépubères qui cherchent le bout ou les chemins de bout, tu vois, je veux dire, enfin voilà, c'est des trucs qui ne nous concernent pas du tout, enfin bam bam. Et puis surtout qui pour moi n'ont pas fait évoluer notre société comme il se doit, on va dire. Et donc du coup on est encore dans la défiance. Tu sais, les gens nous ont souvent dit ouais, vous êtes dans la... mais c'est pas de la provocation en fait, c'est que vous comprenez pas en fait la lecture que nous on a du monde qui nous entoure. Enfin, tu vois, la société est grinçante à notre propos et nos contemporains sont pas toujours... sont limite fils de pute, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, en réaction à ça, Voilà. on est comme ça, quoi. Voilà. Donc, du coup, comme je te disais, tu vois, toutes ces petites conneries, là, moi, je me rappelle, je crois que la première de BOSS, on dit à 10 foules... ouais, on va t'accrocher à un arbre. Enfin, je crois que c'est moi qui dis ça d'ailleurs. On va t'attacher à un arbre, on va te fouetter les couilles avec des ronces. Enfin, tu sais, des conneries comme ça. Enfin, tu vois, mais sur de la musique, hein, bien sûr. Tout ça a une certaine musicalité. Voilà. Sur le tempo. Comme dirait un philosophe de proximité à moi, on n'est pas là pour sucer des feuilles. Donc, ça, c'est vraiment sur le tempo, en intro, en machin, hein, toujours guerrier, mais avec de la musicalité. Bref. Tac. Et puis ce truc, en fait, grossit, mais vraiment. Ah non, mais c'est surtout qu'en fait, pardon, j'ai oublié de préciser, c'est que le mec me dit, bon, alors tu viendras à la radio. Ah non, non, mais moi je viens pas chez toi pour faire l'émission. Ah non, non, mais moi je viens pas chez toi. Ah non, non. Et donc, ah ouais, mais aujourd'hui, il y a moyen de mettre monter tout un système pour qu'on diffuse de chez toi en relais, machin, tac, tac. Ah, je dis, ouais, mais moi je viens pas à Skyrock. Vous avez chié dessus pendant une décennie, les gars, et je vais venir comme ça, faire waf waf avec la queue qui, mais t'as perdu une roue, toi. Donc, ouais, tu vois, pour te dire. Et donc, on fait ça de chez nous, ils installent tout. Le fameux sous-sol à l'époque, webcam, tout ça, tac, tac. Sauf qu'il y a des épisodes où on a oublié d'éteindre la webcam et parfois on faisait des trucs. Enfin voilà. Tac, vous disait, s'il te plaît, tu peux éteindre la webcam là, parce que là, t'es tout nu et il se passe un truc. En fait, les gens n'ont pas besoin de voir, on sait jamais. Tu vois, tac. C'était à Saint-Ouen, c'est ça? Ouais, c'était à Saint-Ouen, ouais. Ouais, nous, on a toujours fait les choses en dilettante. Ce qui était magnifique, en fait, c'est qu'au départ, cette émission est un sound system, puis après est devenu un truc promo pour les artistes émergents. Puis on a reçu Beenie Man chez nous, on a reçu Capleton, on a reçu Busta Rhymes a failli passer, il y a DJ Muggs qui est passé. Je me rappelle, DJ Muggs, il est arrivé, la première chose qu'il a dit, c'est pas sûr. It's a basement. Ouais, DJ Muggs de Cypress Hill. Ah yeah, it's a basement. Bah ouais, en fait, ouais, c'est oui, c'est ça. Bam bam. Tout ça pour dire que le truc a pris de l'ampleur et ça nous a permis en plus de s'inscrire, d'inscrire la formule en live. C'est-à-dire que du coup, on a commencé à trouver des dates et à aller faire ce truc dans des endroits, dans des salles, dans des discothèques, dans des machins. La même formule avec les DJ, on tournait, bam bam. Et ils nous ont filé le samedi, du coup. Ouais. Voilà. Et là, le samedi, c'était Cut Killer.
Attention, là, ça veut dire Ah ouais. on est monté d'un cran, là. Et en fait, samedi, comme on était enfin, j'étais un peu le leader de l'histoire. Donc alors samedi, encore la même question. Tu vois, vous appelez ça comment? Samedi, mets ta femme à l'abri ou attache ton cabri. Oui, enfin, voilà. Enfin, on était dans la connerie. Hein. Pas forcément dans. Je dis ça par rapport à aujourd'hui. On n'était pas forcément dans la misogynie, mais on était dans la connerie. Tu vois, on avait besoin de dire de la merde sur Skyrock, quoi. Parce qu'on pensait pas que ça deviendrait comme ça aujourd'hui, quoi. Voilà. Ouais. Tu vois, voilà. Voilà. Bref. Et donc, ouais, et le samedi, pareil, à taper le score. Voilà, ça a duré, je sais pas, ça a duré 4 ans, quoi. Et ça me tenait en haleine parce qu'en fait, on avait ces 2 émissions live, plus les shows en semaine. Bam, mortel. Et en fait, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que tout ça sortait de la dernière tournée qui s'appelait 93 parties, en fait. On avait fait une tournée 93 parties où je faisais 2 heures de show NTM et après, j'allais faire 2-3 heures de sound system derrière dans chaque ville. Ouais, toujours productif. J'ai une énergie, putain. Même moi, je me fatigue. J'ai un point de côté rien que d'en parler. Alors, il y a la séparation NTM, il y a ta carrière solo qui va démarrer avec tous les albums qu'on connaît, le label BOSS, Egomaniac, Mhm. Caribbean Dandy, qui était aussi une belle entreprise, bon, qui Ouais, a pas duré, avec Nati. avec Nati, aujourd'hui Tuco, Hmm. Tuco Goddamn. Ouais, ouais. Faut savoir que Nati, il était déjà là. Lui, il avait 6 piges quand on a commencé les émissions Oui, c'est le fils de Sky BOSS, Ramsès, entre autres. qui était présent sur la première complétion à Patitude. C'est quand même- Aussi, bam, enfin voilà, tac, bam, et puis ouais, écoute, on a créé on va dire entre guillemets une descendance sur l'histoire, et puis pas moyenne en plus, plutôt très bonne. Donc voilà. Donc naît Nati, tout ça, tac, et puis Nati, moi je le récupère à un moment donné, enfin je le récupère, pardon pour le terme récupérer, mais je me mets à faire mes affaires avec lui à un moment donné, parce qu'en live, enfin il est né, lui il est né dans la cave, et dans la cave c'est pas parce qu'on était dans une cave et derrière un micro avec une webcam qui nous filme de derrière, enfin un machin, on avait déjà cet esprit, c'est mon son de système d'aujourd'hui, cet esprit live soldier, quoi. On est là pour faire du live, on n'est pas là pour poser du lino. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu vas aussi, parce que tu as beaucoup de champs artistiques, tu vas commencer à écrire ou à collaborer à des bouquins. Alors bon, il y a le premier qui est celui Le Monde de demain, pardon, Ouais, mauvaise réputation, Mauvaise s'il te réputation plaît. d'abord. Attends, mais Olivier Cachin, parce que c'est le meilleur en plus, Eh oui. d'après moi. Alors bon, après, il y a Le Monde de demain. Bon, il y a eu Voilà. toujours avec Manœuvre, mais effectivement, Mauvaise réputation, qui est le premier bouquin où là. Alors là, ce qui est étonnant, c'est que souvent, ce genre de bouquin, bon, c'est que ça soit écrit seul ou avec quelqu'un d'autre, c'est je suis le meilleur, j'ai fait des bons disques, la vie a été dure. Toi, tu balances plein de trucs où on sent que c'est vraiment no filter, comme on dit aujourd'hui. Il y a quelque chose Ouais, de nos très. filters, ouais. Puis moi, j'ai toujours ce syndrome de l'imposture qui traîne, donc de fait, non, c'est pas celui-là. Non, mais Olivier il y a eu Cachin. ça aussi. Il y a eu ça Ah ouais, aussi. il y a ça Voilà, aussi, pardon. oui. Ouais, et puis il y a ça dedans. C'est quoi? C'est une pub pour Ikea? C'est quoi Non, non. Non, mais l'exercice, déjà, c'est un truc que j'ai pas voulu. Enfin, ils ont mis 2 ans à m'engrainer pour faire ça. Et je leur disais, mais les gars, ça sent le dépôt de bilan. En plus, je suis même pas mort. Je veux dire, quel intérêt d'écrire des choses sur soi enfin, ce que je connaissais, moi, disons que ma culture au niveau lecture à propos, c'était les biographies, machin, nan, nan, et, tu ne me feras pas mentir là-dessus, mais je veux dire, rappelle-toi qu'il y a 20 ans, les mecs, quand il y avait une biographie, le mec était mort en général. Oui, C'est ça. plus, voilà. Donc je disais, ça sent le dépôt de bilan, pourquoi vous voulez que je fasse ça, quoi? Et pendant 2 ans, ils m'ont tanné, et à un moment donné, j'ai dit, ok, j'ouvre les vannes. Et là, du coup, ça a été une thérapie pour moi, hein. C'est-à-dire que Manœuvre, on se connaissait, mais voilà, on a appris à se connaître. Le mec, je chialais pendant des heures, tac, ouais, je me suis raconté, ouais, ouais, c'est peut-être parce que je n'ai pas compris le sens de l'exercice que je l'ai fait de cette façon-là. Ouais. C'est souvent ça chez moi. Et ça a été un gros succès. Mhm. Et surtout, c'était franchement, à l'époque, il y avait, je vois pas beaucoup de biographies, encore moins de biographies autorisées, qui vont aussi loin dans l'intime, dans l'anecdote de fou. Il y a des trucs quand même que tu as dû supprimer parce que c'était trop, trop.
Non, non, avec non, c'était pas trop, c'était juste, il y avait une arche et à un moment donné, il y a des trucs, bon, fallait que, Ouais, tu vois, clairement. sinon le truc c'était un bottin à la fin, tu vois, tac tac. Mais non, 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 il y avait une arche et puis non, j'ai pas, bah je sais pas, ouais ouais, je crois que je suis juste après mon père, je suis de cette génération de Morville où on est vacciné contre la honte et la gêne. En fait, on fait pas les choses dans l'œil de l'autre, on les fait pour soi, en fait. Donc, c'est ce que enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je n'ai pas compris l'exercice, donc je l'ai fait Ouais. comme c'est. Enfin, Bah, tu l'as moi, très bien fait, hein, bah, parce que non, mais je veux dire, on peut me reprocher tout ce qu'on veut et ainsi de suite, mais il y a un truc qu'on peut pas me reprocher. Moi, je fais ce que j'ai, c'est-à-dire que je me lance pas sur un truc comme ça si c'est pas pour le faire vraiment. Voilà. Euh, j'ai encore ce problème aujourd'hui. Je ne suis pas dans le mercantile, en fait. Moi, je fais ce que j'ai et c'est mes plus grandes victoires, en fait. alors donc gros succès, en librairie, les gens découvrent, Didier Morville derrière Joe Star, comme on Mmh. dit dans les journaux et puis quelques années après, quelques bonnes années après, alors il y a ça. Alors ça, c'est vraiment alors c'est signé Joe Star, mais ça s'appelle Le Petit Didier et bon la photo parle d'elle-même, hein, elle est vraiment super. Là, comment alors je lis le début: «Je suis petit, je suis à la fenêtre, je suis seul, l'appartement est vide, ma mère ne vit plus avec nous. Où vit-elle ma mère? Mon père est descendu sans doute, je ne sais pas. Comme tous les jours, il est venu me chercher à l'école et puis il est reparti, faire une course par les bagnoles avec le garagiste d'en face, voir mon oncle, je ne sais plus». Et on va découvrir au fil des pages donc alors on va pas sortir le faire pleurer Margot avec l'enfance cabossée, mais quand même, disons, son enfance, elle est pas commune et elle est pas non plus super joyeuse, mais il y a quelque chose qui ressort de ce bouquin qui est vraiment très différent de ta biographie, quelque chose de on sent moins le côté, alors je sais bien que c'est pas de la provoque, c'est du vécu, mais là, il y a quelque chose de plus d'assez différent. Est-ce que tu dans quel mood tu étais pour écrire Bah, disons ce que quand, témoignage-là? pour mauvaise réputation, j'étais plus encore j'avais encore cette espèce de rancœur. Et avec le temps, en fait, j'ai commencé à comprendre pas mal de choses. Je n'excuse pas tout. C'est pas parce que je comprends que j'excuse pour autant, mais à comprendre pas mal de choses. Et je pense que ceci est le fruit de ces réflexions-là. Mmh. Tu t'es fait aider pour l'écriture? Complètement. Ouais. Comment Moi, je suis trop bordélique. Moi, je peux t'écrire 2 couplets. toi, c'est la chronologie ton problème. Tu Ah m'as ouais, puis surtout souvent la dit chronologie, que genre rien c'était à ouais, foutre, putain. Ah non, non, oui, non, non, telle mais année, tel truc, des ouais, je fais fois, pas tu d'efforts en plus. Ah, j'ai une mémoire très sélective. Je te mmh, jure, je peux me rappeler de trucs, mais de dingue. mmh. En revanche, ouais, effectivement, c'est avec Manœuvre, c'était assez drôle. Enfin, voilà, quand on a fait le bouquin ensemble, je racontais des trucs, je me disais, mais ça, tac, tac, tiens. Ouais, non, la chronologie ne m'intéresse pas du tout. Ah, non, non. Non, Alors tu parlais de thérapie pour mauvaise réputation. Là, on est aussi là, on est bah, vraiment là dans un aussi, ça joue truc, aussi. c'est Non, mais si je me suis remis à cet exercice-là, sur celui-là, comme sur l'autre où je me raconte, ouais, parce qu'en fait, ouais, j'ai pas trop consulté, donc de fait, c'est un bon exercice, encore ouais. une fois, parce que comme dirait Kulchen, comme je suis pas dans l'à peu près, ben, Et puis au lieu de payer 70 balles par séance, tu as touché les royalties, c'est pas mal aussi, il en a là-dedans, le gars. Il est intelligent, putain. Ce qui est étonnant, c'est que finalement, on évoquait tout à l'heure les années NTM. La réputation de NTM et toi en particulier était terrible. C'était vraiment le gang des barbares avant la lettre. Quand on lisait la Pardon. presse, que ça soit d'extrême droite, de droite ou même parfois de gauche. Et aujourd'hui, donc, tu as eu ce rôle, ce premier rôle dans un feuilleton de TF1. Tu fais des bouquins, des sound systems, de la bistronomie. Comment, à quel moment, à ton avis, ton image, qui était, comme on dit, assez négative, en tout cas auprès des grands médias, a commencé à changer pour que tu deviennes, peut-être pas le gendre idéal, mais enfin, en tout cas, quelque chose qui t'en rapproche un peu plus qu'à l'époque des débuts de Nick Ta Mère? Bon, je vais te répondre, mais sache que je m'en cogne, en fait, si tu savais. Euh, euh, bah, je crois que ça a commencé. Enfin, je crois il y a un truc, il y a des lampions qui se sont allumés quand j'ai été nominé la première fois au César par le biais de Maïwenn sur le bal des actrices et après par Police, entre autres. Je crois qu'il y a des lampions qui se sont allumés à des endroits que moi je ne connaissais pas. Je parle au niveau du public, mais aussi au niveau
du cinéma. Voilà, je pense que... Excuse-moi, parce que j'ai un truc en tête, là, on a fait un sound system il n'y a pas très longtemps à Carpentras, et en fait, quand le public est arrivé, j'ai dit à DJ Naughty J et à Tuco, ils auraient dit, les gars, mais le public, c'est le public du remplaçant, là. Tac, et on les a finis au drum and bass, c'était magnifique. Enfin, voilà. Non, mais pour te dire que, voilà, je pense que le prisme s'est ouvert à un moment donné par le biais ouais, du bal des actrices, de Police, enfin voilà, du cinéma, et puis du fait que moi aussi je me sois un peu, enfin, je pense que l'âge aidant, j'ai commencé à un peu avoir une lecture du monde qui diffère, mais c'est comme tout un chacun en fait, Ouais. tu vois, voilà. Et puis surtout, je pense aussi que par exemple, en fait, il faut savoir que Maïwenn, au départ, quand elle m'a cranté, c'était pour faire la musique du film Le Bal des Actrices, pour faire une musique, parce que c'est c'est pas complètement une comédie musicale, mais enfin, ça a aussi cette facette-là. Pour une actrice, oui. Pardon? Pour une actrice. Une actrice en plus qui s'appelle Charlotte Rampling, et pour moi, Charlotte Rampling, c'est... Et surtout, on m'avait jamais demandé d'écrire pour quelqu'un, en fait. Moi, j'avais déjà fait des morceaux pour des gens, mon label BioSS, tac, mais écrire pour quelqu'un, on l'avait jamais demandé. Donc, ça, et puis surtout pour Charlotte Rampling, au-dessus c'est le soleil, en dessous c'est la lave. Je te jure. Voilà. Et je crois que quelque part, par le cheminement de ça, j'ai commencé à m'inscrire dans... c'est les petits, j'ai envie de dire, c'est les petits pions qui me donnent confiance, tu vois, c'est mon syndrome de ça transgresse sur mon syndrome de l'imposture, et puis voilà quoi, je commence à m'inscrire dans un truc, bam. Maintenant, je pourrais jamais te dire, parce que comme je te le disais, je m'en cogne, comment c'est arrivé que le public, que machin, ouais, je suis ce genre de butoir-là, je m'en fous. Putain, mais si tu savais, bordel, moi, je fais ce que j'ai à faire, en fait. Enfin, voilà, quoi. C'est ce qui me tient Ouais. en haleine. Alors, donc, Non, mais je te promets, Olivier, je suis incapable de répondre à ce genre de questions parce que ça m'intéresse pas, en fait. Voilà. Mais je comprends. Alors, bon, NTM a été beaucoup commenté, écrit. Bon, cette bio, c'est moi qui vous l'ai écrite d'après votre histoire. Ça, c'était les débuts. Pierre-Jean Clairaut et Vincent Piolet. Très, très bon livre. Même esprit de Piolet, toujours regarde ta jeunesse dans les yeux. Mais on ne pouvait pas faire cette émission sans parler de cette... j'allais dire cette nouvelle passion dont la version tu vas m'insulter, cette passion que tu as pour le rhum. Le rhum. Alors ça, c'est bon, c'est quelque chose. Il y a eu la route de la soif. Et non Ouais. pas la route du rhum que tu as tourné Ouais. en épisode, Effectivement. qui a été diffusé. Et puis là, on arrive à Super Tanker. Donc alors ça, c'est quand même... Alors c'est un projet, d'aucuns diraient éthylique, d'autres onirique, d'autres psychédélique. En tout cas, Moi, je dirais le rhum est au éthylique. cœur. Ouais, je voilà. dirais éthylique. Voilà, comme moi, le rhum n'est pas une science exacte et l'univers dans lequel vous vous apprêtez à pénétrer n'est que mon champ des possibles. Une aventure éthylique, à la fois structurée et déstructurante, ou pas. Bref, elle est inspirée par l'autre qui vit en moi. Dr Jekyll et Mr Rhum, version, ouais. Il est né comment ce bouquin? Parce que d'abord, le rhum, tu te contentes pas d'en consommer, tu en as aussi produit. J'en produis aujourd'hui, je suis pas, on n'est pas des rhummiers, donc on fait des assemblages de rhum de mélasse entre autres. On vient de sortir notre premier agricole qu'on a cranté chez la maison Saint-James en Martinique. Voilà, mais effectivement, quand on pensait de moi que j'étais une sommité, en fait, je n'avais qu'un palais de Berman, c'est-à-dire quand j'ai fait pour Vice la route de la soif, voilà. Et sur la route de la soif, en fait, à la rédaction, il y avait Reza Pounewachi et un autre mec qui s'appelait Alex Danchin aussi. Et en fait, et Alex Danchin, moi, je l'ai rencontré sur la 2e saison, en fait. Et on est resté en contact, bien que je l'ai rencontré un matin à l'aéroport, on nous l'a mis comme ça, on nous a dit tiens, il y a un tel parce que la chaîne trouvait que on était un peu en dilettante, ce qui ne me surprend pas, voilà, en dilettante à certains endroits, donc ils nous ont mis Alex Danchin en mode super boîte à outils, quoi, tu vois, je veux dire, enfin voilà, pour booster le truc.
ce que j'ai mal pris au départ. Donc C'était le vrai de Versailles de l'histoire. Ouais, mais ouais, c'est ça. Enfin non, ça serait non, ça serait faire défaut à Reza Pounewachi que de dire ça. En revanche, comment dire. Donc le mec, je le rencontre, je suis pas super joyeuse de voir sa gamelle à l'aéroport, tac tac. Donc je me dis, je vais le pourrir. Je vais le pourrir. Et en fait, le mec est devenu mon pote. Voilà, et on est devenus même associés jusqu'à faire ça. On a fait des bouquins de cuisine ensemble. On a tac, enfin voilà. Et en fait, ça c'est une de nos dernières tribulations en fait, Super Tanker, et qui est née justement de nos tribulations de la route de la soif en fait. Parce que en fait, t'as une histoire de qui s'appelle Call of Duty en Haïti, of Haïti. On est allé en Haïti, on a pu voir. Et pas par le biais du carré magique, mais voir en direct ce qu'est Haïti, et puis surtout par un angle, aller voir des distilleries, donc vraiment aller dans l'arrière-pays, voir comment il n'y a pas d'urbanisme, comment tu peux rouler qu'aux heures ouvrables, tac, puis vraiment quand des Occidentaux qui arrivent là-bas, il n'y a pas de DAB, on interviewe des gens qui nous expliquent en fait c'est entre autres les Libanais qui contrôlent l'argent, tac, que les mecs se baladent en hélico d'un toit d'hôtel à un autre, en bas c'est New York 97, quoi. ouais, mais It's like a jungle ouais, mais sometimes. avec moins de moyens. Ouais. Tu vois, je veux Ouais. dire, ouais. Ouais. Ah ouais, moins d'effets spéciaux, moins de moyens. Voilà, tac. Enfin, tu vois, et ce qui est intéressant dans la route de la soif, justement, c'est qu'on n'était pas juste sur un truc où on va d'une distillerie à une autre, mais l'idée, c'était de raconter des histoires humaines par rapport à la situation de l'endroit et ainsi de suite. Tac. Et en Haïti, tu vois, par exemple, on est allé voir Barbancourt. Au départ, les mecs nous reçoivent et nous emmènent dans un dispensaire, comment dire, un dispensaire mobile. Sauf qu'on leur dit, mais nous, on n'est pas là pour vous faire de la promo, les gars, en fait. Avec des mecs en roadgun, tout ça, tac, tac. Voilà, nous, on va voir la distillerie. Et ils nous emmènent à la distillerie. Et au moment où ils nous emmènent, ils nous offrent des t-shirts. Tac. Et nous qui avions fait déjà des distilleries agricoles, t'arrives, les gens, c'est une usine à gaz. Les gens, ils bossent, ils ont des bleus. Tu vois, ils sont... Et voilà. Et là, on les voit tous tout propres, tout machin, sauf qu'elle ne sait pas qu'on a de vrais journalistes comme Alex Danchin et Reza Pounewachi derrière, et que les mecs savent qu'un mois avant, il y a eu une prise d'otage dans la distillerie, bam bam, et que... En gros, ils vous le font à la soviétique. Ouais, voilà, exactement ça. Et attends, pour la petite histoire, j'ai un mec qui m'accompagne qui s'appelle Saïdou, et le type, à un moment donné, il est là, il est avec nous, et c'est un peu mon rodise, il m'accompagne partout, et le mec, il a chaud, donc il change de t-shirt, il met le t-shirt qu'ils lui ont offert. Et pendant que nous, on fait les interviews, lui, il est là, il tac, tac, il y a un mec qui arrive avec des bras comme ça qui lui fait « Qu'est-ce que tu fais là, toi? Va travailler !» Et l'autre, il dit « Non, mais attends, je suis de l'équipe, là. » « Ta gueule! Va travailler !» Tu vois, Ah ouais. tu vois, Ah, pour te tu dire, tu vis la vraie ambiance qu'il y a la quand vraie t'es pas ambiance là, du- en visite, ouais. tac, tac, tu vois, les mecs, Ouais. voilà. Et donc, nous, on est friands de ça. Tu vois, bon, ça, on l'a pas mis, on l'a pas placé dans l'émission, mais ça nous raconte plein de choses sur l'endroit, tout ça, tac, tac. Donc voilà. Donc l'idée, c'était ça, quoi. C'était de raconter ces choses-là. Et de ça est né Super Tanker. Bon, alors, est né Super Tanker parce que. Bien sûr, hein, à consommer modérément, tout ça, mais je suis ce qu'on appelle un super tanker. C'est-à-dire que je ne rentre pas dans le port et manger de la contenance, c'est les bateaux qui viennent à moi, vois-tu. Et ça part d'une connerie comme ça, avec Alex Danchin, et voilà. Et Et ouais, né alors, tout ça. Donc ce sont 5 contes éthyliques, en fait, voilà, qui partent de faits réels, ou de faits réels historiques. Et donc, par exemple, la première histoire s'appelle le Boom Bang, comme dans ce morceau Boom Bang. Et donc, c'est en rapport au Big Bang. Voilà, parce qu'en fait, et ça, c'est un fait avéré, les scientifiques ont découvert des traces de molécules d'éthanol dans l'espace. Donc, nous, on s'est dit que si on pouvait évoluer dans l'espace, il aurait peut-être un goût de framboise, voire de rhum. Voilà, donc on a revu le Big Bang, et de là est né un être qui s'appelle Super Tanker. Enfin, voilà, pour vous expliquer que on est niveau... On part de faits réels qu'on envoie en toupie par le biais de l'éthylisme. En fait, moi, j'aimerais en faire une collection de ça. Parce que je pense qu'à travers le temps, l'alcool a donné des fulgurances à des gens
à des moments cruciaux de l'histoire humaine et que j'aime raconter ces endroits, ces moments-là, parce que ça m'est arrivé aussi. Moi, je n'ai pas, en aucun cas, j'ai changé le cours de l'histoire, mais au moins, je sais ça. Voilà. Et donc, on a fait des recherches à gauche, à droite. Et par exemple, il y en a une, il y a une histoire qui s'appelle la guerre des 100 shots, et en fait, qui est une analogie à la guerre de 100 ans, et qui se passe dans une goutte de Rome. C'est deux sociétés qui s'affrontent. Voilà. Il y a une histoire qui s'appelle Autant n'emporte le Rome. Et en fait, c'est une des histoires qui font la composante de l'Australie, qui s'appelle la Rome Rebellion. Enfin, voilà. Pour dire, on s'est appliqué. Il y a une histoire qui s'appelle Rome Runners. C'était les premiers Go Fast. Faut savoir que les premiers Go Fast, en fait, c'était la mafia pendant la Prohibition qui faisait du trafic entre les îles des Caraïbes et les États-Unis pour passer de l'alcool. Enfin, les premiers Go Fast, c'était pendant la Prohibition. Voilà. Donc, voilà, on a créé enfin, on s'est servi de plein de faits réels pour créer 5 contes éthyliques. Ah, et alors, attends. Et parmi mes plus grandes fiertés de ce bouquin, c'est 10 jours avant que ça parte en presse, j'ai trouvé ça. Et Dieu chassa Adam à coups de canne comme la canne à sucre. Donc, et Dieu chassa Adam à coups de canne à sucre, et ce fut le premier rhum comme rhum, la boisson, sur la terre. Et c'est Jacques Prévert qui a écrit ça. Pardon. Pour un fan d'Antonin Artaud et de poésie à l'ancienne. Le podcast, il est mort, là. Non, c'est vrai. Eh ouais, Antonin Artaud, c'est un nom que je me rappelle, à tes débuts, c'était un nom que tu citais comme quelqu'un que tu admirais beaucoup, qui était... Ouais, tout à fait. Mais toujours, j'ai un grand portrait d'Antonin Artaud qui prône dans mon salon encore aujourd'hui. Ouais, j'aimais le côté écorché. En plus, moi qui ai rencontré le théâtre il n'y a pas très longtemps, Antonin Artaud est le mec qui a inventé le théâtre radiophonique, entre autres. Et puis j'adorais le côté écorché, et puis surtout ce truc d'écrire et de se livrer. Enfin, je pense que c'est de là que ça me vient aussi, de ne pas savoir faire autre chose que ce que j'ai, en fait, aussi. Artaud a beaucoup joué là-dessus. Autre chose que ce que tu as, t'en as beaucoup. Alors, on va terminer sur le théâtre, justement, parce que tu as commencé en lisant des textes importants de l'Assemblée nationale. Ouais. Tu as joué Elephant Man avec Béatrice Dalle. C'était quand même, tu étais presque 3 heures sur scène, rôle principal. C'était dingue. Moi, je l'ai vu 3 fois, j'ai adoré. C'était vraiment magnifique. Et aujourd'hui, alors, le dernier moment où tu as vu sur scène, c'était sur ces textes autour de l'esclavage. Alors, attends, faut savoir que, ouais, en fait, comme je le disais auparavant dans notre interview, ouais, j'ai besoin de cette sensation vivide, tu vois, publique, machin. Je crois que si je faisais plus, aujourd'hui je fais des sound systems ou je fais des prestations avec des chefs devant les gens, tout ça, tac, tac. Je pense que si j'avais plus ce truc-là, je pense que je tournerais en rond pour imploser. Tac. Non mais vraiment. Donc j'ai découvert le théâtre il n'y a pas très longtemps et carrément. Et aujourd'hui, je suis passé carrément. Je fais de la mise en scène tellement je vais retenir l'instant sur le truc. Donc j'ai commencé. Alors il y a ce que tu as cité. Après j'ai enchaîné avec Clarisse Fontaine. Cette petite musique que personne n'entend, qui est un seul en scène. Et c'est donc, tu étais le metteur en scène. J'étais le metteur en scène, ouais. Avec Cut Killer qui faisait le son. Le son, entre autres, voilà, tac. Et voilà, et aujourd'hui, je partage la mise en scène de Black Label avec David Bobet, directeur du Théâtre du Nord, directeur du Conservatoire de Lille. Bon, c'est pas le projet. C'est que, en fait, on avait fait Elephant Man ensemble, et David on est resté en contact. Je suis tombé amoureux de mon metteur en scène. Voilà, mais vraiment. Et on est resté en contact, et puis on a échangé plein de choses, dont un recueil de Léon Gontran Damas qui s'appelle Black Label. Et à partir de là, on s'est dit, il y a un truc à faire, et qu'on a extrapolé. Et c'est devenu une lecture à travers le temps d'afrodescendants. Voilà, et en fait, ceci est un manifeste contre le racisme et pour la dignité humaine. Ça commence au Manden en 1221, la première strate, où on comprend qu'en fait l'Afrique n'était pas, comment dire, un petit bourg où
n'était pas ce que racontent les gens qui sont venus y prélever des esclaves et les richesses, mais une vraie civilisation, parce que c'est un espèce de manifeste qui ressemble étrangement aux droits de l'homme, et on est en 1221. Après, la deuxième strate, c'est colonisation et industrialisation, où on comprend qu'en fait, ce dogme de race supérieure, c'est de la merde, en fait, que tout était mercantile, et que voilà, ça allait dans le sens des vainqueurs que de raconter que vous êtes inférieur et que c'est normal que nous, on se serve de vous et qu'on prélève, et ben, tac. Et la troisième strate, c'est la colère à travers tout ce mouvement des droits civiques aux États-Unis, où il y a différentes colères. Alors, je vais parler que d'un côté, on a tout le mouvement Black Panthers, Malcolm X, et de l'autre côté, on a le mouvement Martin Luther King. Mais l'idée, c'est que fait-on de cette colère ? Comment la diriger avec raison, et ainsi de suite, ce qui est un peu antinomique, colère et raison, enfin bref. Voilà. Et la quatrième strate, en fait, c'est la résonance sociale que ça crée encore de nos jours à travers la lettre d'Assa Traoré, le chien d'Eva Doumbia, entre autres. Enfin voilà. Donc, on a créé cette lecture, ce spectacle, je dis entre guillemets, cette lecture qui dure 2 heures. C'est une création qu'on a fait au Théâtre du Nord à Lille, et j'en suis super fier. Je te jure. Non, mais j'en suis super fier parce que je suis avec... moi, je suis à la mise en scène et je lis aussi, mais j'ai rencontré 3 vraies personnes avec qui je joue, voilà, et qui sont... qui apporte à cet exercice qu'est la lecture le prisme s'élargit avec eux, entre Célène qui joue, qui percussionne, qui joue aussi, Nicolas qui danse, Boulas, pardon, qui joue, qui danse aussi, Jules Chansing, enfin voilà. J'apprends encore sur la mise en scène, là, j'ai encore beaucoup de réglages à faire et ainsi de suite, mais qu'est-ce que j'adore, là, sortir de ma zone de confort et m'inscrire dans ça. Et puis surtout, moi, j'ai comment dire, j'ai pas eu malheureusement la transmission sur toute ma culture caribéenne, d'afro-descendants et ainsi de suite. Et là, on va dire que je rattrape un peu l'histoire. Bah Didier, c'était passionnant. On aurait pu rester des heures, comme on dit, mais là, c'est vraiment vrai. J'ai une dernière question. On aurait pu rester des heures, mais la vie est ailleurs. Ah, pas mal, Ouais, pas c'est un mal. philosophe de proximité qui s'appelle Joe Stark qui avait écrit ça. Vas-y. Donc la dernière question qui est double, c'est est-ce que pour toi NTM c'est fini et est-ce que pour toi la musique c'est fini? Parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Et tu recommences avec NTM déjà, Ouais. hein, donc ça j'ai répondu au début, hein, demande à Cool Chain, tiens. Voilà, ça est bien comme réponse. Et est-ce que, non, la musique c'est pas fini? Non, je fais des sound systems enfin, je t'avoue que je me sens un peu perdu quand je vois le panel musical rap, machin, et je pense que je peux faire évoluer le truc autrement. Mais j'avoue que je suis dans l'hyperactivité encore, et que j'ai découvert la mise en scène de théâtre, l'acting, enfin voilà, et que la musique est mon premier amour, effectivement. Je lâche pas là-dessus. Donc ça sort plus aussi de manière aussi fluide de mon corps que d'écrire. Moi, je me levais la nuit pour écrire, j'étais dans un truc tac. Là maintenant, j'écris pour ça ou pour ça ou pour ça. Tac. Donc quelque part, voilà. Mais non, mais j'ai envie de faire du live. Mais où t'as mal? Mais bien sûr. Regarde, c'est écrit, ça se voit à la forme de ma tête que j'ai envie de faire du live. C'est quoi cette question tu m'énerves, Olivier Cachin. Voilà. Bon, eh ben, écoute, on te reverra sur scène, en tout cas, Didier. Même pas peur. Merci. Merci en tout cas pour l'invitation. Le Rewind, c'est fini. À la prochaine, Jaxo.